Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 21 juillet 2026 et notre cher ami, notre frère, John Helmer est avec nous. Bon retour parmi nous, John. Merci beaucoup de me recevoir à nouveau, Nima. Est-ce que je peux commencer par un petit message à tous les Russes qui nous regardent? Je vais me lever et vous montrer mon T-shirt. Allez-y, regardez ça. C'est un T-shirt qui célèbre le poète russe Vladimir Mayakovsky. Son anniversaire était le 19 juillet. C'était dimanche. Il est né en 1893. Il s'est suicidé à l'âge de 30 ans. Et sur ce T-shirt, il y a des vers tirés d'un de ses premiers poèmes très célèbres, un long poème de 1915, intitulé « Un nuage en pantalon ». Beaucoup de Russes, beaucoup de podcasteurs américains ont aujourd'hui des nuages dans leurs pantalons. Mais en gros, ce célèbre poème qui figure sur le T-shirt dit « Aujourd'hui, des poings américains fracasseront le monde à l'intérieur de votre crâne ». Alors, pourquoi est-ce que je célèbre Mayakovsky? Pas seulement parce que c'était un grand poète russe et un partisan très intéressant de la révolution bolchevique. Pas seulement parce que sa fin a été très triste, mais parce qu'en ce moment, et c'est l'un des sujets dont nous voulions parler aujourd'hui, le président russe Vladimir Poutine subit des pressions inhabituelles pour choisir une escalade asymétrique. Nous en avons parlé la semaine dernière. Abandonner l'escalade en miroir, la politique du donnant-donnant suivie par la partie russe. Le soutien à une escalade, y compris avec des armes nucléaires et des attaques de représailles en dehors du théâtre ukrainien, vient principalement, et un tout récent sondage national le montre. Le soutien à ces options vient principalement des hommes russes, des hommes très instruits, diplômés de l'université, qui vivent dans les villes, qui sont relativement aisés et qui ont plus de 40 ans. L'opposition à ces options d'escalade, le soutien à des négociations de paix, si elles sont possibles, vient principalement des femmes. Et il y a un très grand écart entre les hommes et les femmes russes dans leur perception de cette question. Les femmes les plus pauvres, celles qui vivent en dehors des grandes villes. Donc ce que nous observons concernant les options d'escalade, c'est une très forte division de l'opinion publique. Le président Poutine en est parfaitement conscient. Il y a un clivage entre les sexes ou les genres. Il y a un clivage générationnel. Il y a un clivage de classe sociale. Donc chaque fois qu'on parle, chaque fois que vous entendez des Russes parler d'options d'escalade, principalement par exemple Sergueï Karaganov, l'un des porte-paroles de l'escalade nucléaire, ou Vladimir Soloviev, lui aussi partisan de l'escalade nucléaire, vous avez affaire au profil type. Un homme moscovite de plus de 40 ans, instruit et aisé. L'opinion publique russe n'est pas représentée par ces types-là. Mais je vous redonne la parole pour les questions, Nima. Je pense qu'il faut commencer par ce qui se passe aux États-Unis. Nous savons que la guerre en cours n'est pas une guerre choisie par la Russie et l'Iran. D'une certaine manière, ils ont été contraints d'entrer dans ces guerres par Washington et par les décideurs politiques à Washington. Et aujourd'hui, dans sa dernière initiative, Donald Trump associe l'Iran et la Russie dans la nouvelle résolution sur les nouvelles sanctions. Cette résolution a été préparée par Lindsey Graham avec d'autres de ses amis. Puis nous savons que Donald Trump a dit qu'il fallait y ajouter l'Iran également. Donc, à Washington, l'idée de fond est qu'ils vont continuer la guerre. C'est pour ça que vous y allez, que vous leur imposez des sanctions. Vous essayez d'affaiblir deux positions. Et comment voyez-vous, John, ces deux fronts? D'après ce que je comprends, les deux administrations russes et iraniennes ont décidé de poursuivre la guerre comme une guerre d'usure, plutôt que d'escalader ou d'attendre de voir quelle serait la réaction des États-Unis.
C'est la perception, c'est ce que nous constatons sur le champ de bataille. Vous le constatez aussi dans la manière dont les décideurs politiques s'expriment en Russie et en Iran. Quelle est votre perception de cela? What Yeah. is your perception of that? Well, it's a big question, Nima, and we've only Eh got bien, half- c'est une vaste question, Nima, et nous n'avons qu'une heure pour l'examiner. Comment y répondre brièvement et simplement? Oui, la guerre a été imposée à la Russie. Oui, la guerre a été imposée à l'Iran. Oui, la stratégie des États-Unis consiste à détruire la Russie en Europe, sa puissance en Europe, et elle consiste à détruire l'Iran et l'influence de l'Iran dans la région du Moyen-Orient. C'est à la fois une politique américaine, et cela l'est depuis 1953, depuis avant que les Israéliens ne deviennent aussi sûrs d'eux qu'ils le sont aujourd'hui quant à leur capacité à étendre leur territoire et leur influence. Il y a donc une politique israélienne et une politique américaine. Elles convergent vers la destruction de l'Iran. Que faire face à cela? Je peux surtout parler des options russes, qu'elles soient stratégiques, opérationnelles ou tactiques. Both the strategic ones, the operational ones, the tactical ones. Perhaps if I answer your question, Peut-être que si je réponds à votre question en combinant ces deux éléments et que nous examinons le modèle iranien dont la partie russe peut s'inspirer aujourd'hui, cela répondra à la question de savoir comment faire face à la manière dont la stratégie de guerre américaine les traite tous les deux. Il existe un modèle iranien pour la partie russe, et j'y viendrai dans un instant. Je dois souligner un point important, qui n'est discuté publiquement ni en Russie, ni en Iran, ni dans les podcasts américains consacrés à ce sujet. Il s'agit de la décision que la partie russe envisage. Autoriser ou non la Turquie à livrer des systèmes de missiles de défense aérienne S-400 depuis la Turquie, qui les a payés et où ils n'ont jamais été tirés, à l'un ou l'autre des adversaires auxquels l'Iran fait face de l'autre côté du Golfe. Il s'agit soit des Émirats arabes unis, soit du Qatar, soit de l'Arabie saoudite. Mais pour l'instant, d'après les informations de la presse arabe, il semble qu'il s'agisse des Émirats arabes unis. C'est important, notamment sur le plan juridique. L'article 3 de l'accord de partenariat stratégique entre la Russie et l'Iran, que les présidents des deux pays, Pezeshkian et Poutine, ont signé il y a maintenant plus d'un an, prévoit, exige, qu'aucune des deux parties n'assistera un pays tiers dans une agression contre l'une ou l'autre. Or, si la Russie apporte son aide aux Émirats arabes unis, qui sont un agresseur contre l'Iran, sommes-nous tous d'accord là-dessus? Les Émirats hébergent des bases américaines agressives. Ils ont participé à la guerre contre l'Iran. Les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Arabie saoudite seraient tous couverts par l'article 3 du pacte irano-russe. En conséquence, en vertu de ce pacte, il serait illégal pour la Russie de transférer les S-400 à l'un de ces trois pays. Nous n'avons absolument aucune discussion sur cette question, alors qu'il devrait y en avoir une. And there ought to be a discussion about it. There are a variety of ways in which it could be argued. On peut avancer de différentes manières que la Russie pourrait modifier les S-400, y installer un coupe-circuit ou faire un certain nombre de choses. Mais s'ils les livrent, si les Turcs les livrent, ils n'auront pas de coupe-circuit. Sinon, ils ne vaudraient pas la peine d'être achetés, du point de vue des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite ou du Qatar. La question devient donc la petite question, la question juridique. Le président Poutine va-t-il autoriser le transfert de ces S-400 vers un pays qui est actuellement en guerre avec l'Iran? D'abord, qu'est-ce que ça signifie dans le contexte stratégique plus large? La question stratégique plus large, c'est l'Iran peut-il faire confiance à la Russie pour respecter ses engagements dans cette guerre? On entend toutes sortes de discussions sur le soutien militaire russe, le soutien en renseignement, le soutien commercial et logistique de toute nature apporté à l'Iran pour qu'il se défende contre les États-Unis. C'est essentiel dans le contexte où vous le situez, Nima, et je suis heureux que vous l'ayez placé dès le début. Si les États-Unis pensent et conduisent leurs opérations militaires
en visant à la fois l'Iran et la Russie dans le même ensemble, pour ainsi dire, dans le même bateau de sanctions, pour ainsi dire, avec le même ciblage sur le champ de bataille, pour ainsi dire. Si les États-Unis traitent l'Iran et la Russie conjointement, l'Iran fait-il confiance à la Russie pour honorer ce pacte? Et la question des S-400 en est un test. Il appartient au président russe, à son porte-parole, au Conseil de sécurité, de l'expliquer clairement. Nous ne nous attendons pas à ce que la partie iranienne soulève publiquement cette question. Moi, je la soulève parce qu'elle devrait être publique du côté russe et qu'elle ne l'est pas encore. Mais cela pose une question plus vaste. La Russie peut-elle avoir la confiance de ses alliés? Pas seulement l'Iran, mais aussi les autres alliés que les États-Unis ciblent également. La Chine, la Corée du Nord. Nous venons d'avoir une visite à Moscou du ministre nord-coréen des Affaires étrangères qui a promis le soutien de la Corée du Nord à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. La question de la confiance renvoie à une interrogation plus large. Lorsque l'Iran, la Russie ou les deux font face à une guerre commune menée par les États-Unis, les alliés de l'OTAN, Israël et d'autres, se font-ils suffisamment confiance pour s'allier les uns aux autres? Présentent-ils d'une manière ou d'une autre un front uni qui pourrait dissuader les formes d'agression exercées par les États-Unis et leurs alliés contre l'Iran comme contre la Russie? C'est donc un point général pour commencer. Si vous me le permettez, je vais continuer un peu. Quel est le modèle iranien dont la Russie peut s'inspirer, mais qu'elle n'a pas encore adopté? On n'en parle même pas à Moscou. Eh bien, Nima, vous avez fait un travail formidable, tout comme vos invités, pour expliquer comment le régime du détroit d'Ormuz, que les gardiens de la Révolution contrôlaient sur le plan opérationnel, mais que l'Iran a inscrit dans le protocole d'accord, désormais caduque du fait de l'escalade de la guerre américaine. Nous comprenons que le régime du détroit d'Ormuz est l'un des moyens par lesquels l'Iran peut peser stratégiquement sur l'économie américaine, sur l'électeur américain, sur la peur de l'inflation chez les électeurs américains. Cette combinaison d'inflation et de pertes humaines, de sang et de prix a toujours menacé les présidents américains et les élus sortants au moment des élections. Alors, que voyons-nous faire par l'Iran? Faire couler le sang. Pour la première fois, des pertes importantes ont été infligées lors de l'attaque iranienne contre Al-Tanf en Syrie, de l'attaque contre la Jordanie, de l'attaque contre le Koweït et ailleurs. Oui, la partie américaine dissimule des informations sur le nombre de soldats et de membres du personnel américain blessés, sur le nombre de victimes. Mais le fait est que la partie iranienne se concentre désormais sur l'augmentation du coût en sang pour les États-Unis, de manière à ce qu'il ne puisse pas être caché au public. C'est faible à l'échelle de la guerre du Vietnam, oui. Mais c'est important, même si c'est limité, parce que c'est une première depuis de très très nombreuses années. Le sang et l'inflation, ça tue des présidents. Les sacs mortuaires et l'inflation, ça tue des présidents au moment des élections. Lyndon Johnson l'a compris et s'est retiré de la course présidentielle en 68 pour cette raison. Aujourd'hui, le régime du détroit d'Ormuz est un moyen pour l'action militaire iranienne, même si elle est relativement faible comparée aux forces américaines de blocus, de provoquer des pénuries, pas seulement de pétrole, mais aussi de gaz et de sous-produits comme l'hélium. Cela affecte les marchés mondiaux et le prix que les électeurs américains payent dans les urnes. Cela affecte à son tour la valeur des marchés boursiers américains. C'est un problème mondial, une source de levier qu'un pays relativement faible dans cette situation, attaqué par un pays relativement fort, peut utiliser pour se défendre. Alors comment appliquer ce modèle à la Russie? La Russie a elle aussi, disons, son problème de détroit d'Ormuz.
La mer Noire est désormais le théâtre d'une escalade croissante de la guerre des drones menée par les Ukrainiens, avec l'aide des États-Unis, des Britanniques et des alliés de l'OTAN. Environ 30%, voire davantage, du commerce mondial du blé passe par la mer Noire. Bien sûr, ce blé ne va pas aux consommateurs américains. Il ne se traduit pas par une hausse du prix du pain aux États-Unis. Il se traduit par une hausse du prix du pain, du prix de la farine, une hausse du prix du pain dans les pays pauvres. Des pays pauvres comme l'Égypte, des pays relativement pauvres comme la Turquie, des pays pauvres en Afrique. Mais la Russie est confrontée à un problème de type détroit d'Ormuz, le problème de la mer Noire. Et dans la mer Baltique, au niveau des détroits danois, la stratégie des États-Unis et de l'OTAN consiste désormais à bloquer le commerce russe. C'est l'une des raisons pour lesquelles des blogueurs russes, des blogueurs militaires et des commentateurs politiques éloquents comme Oleg Tsarev, un candidat ukrainien à la présidence en attente, soulignent que la marine russe n'en fait pas assez pour combattre ces blocus. Après tout, la marine russe est bien plus puissante que la marine iranienne. Et elle n'est pas au fond de la mer, là où le président Trump affirme que se trouve la marine ukrainienne. Pourquoi la marine russe n'a-t-elle pas tiré les leçons de la marine iranienne et du régime iranien dans le détroit? Cet argument n'est pas le mien. Je rapporte ce qui ressort des arguments russes. Pourquoi la marine russe n'a-t-elle pas été davantage équipée et plus efficace sur le plan opérationnel, que ce soit en mer Noire, en mer Baltique, ou pour escorter les navires marchands russes partout dans le monde, alors qu'ils font face à une menace d'escalade croissante? C'est un élément. On pourrait passer en revue davantage d'opérations militaires. Mais le modèle iranien comporte une dimension qui n'est tout simplement même pas discutée aux États-Unis. C'est que la capacité iranienne, sur le plan militaire, peut affecter les marchés américains, les marchés boursiers. Or, la valeur boursière est l'un des domaines dans lesquels l'administration Trump est très vulnérable. Si vous êtes sous attaque des États-Unis, vous examinez, comme les Iraniens l'ont fait, quelles sont les vulnérabilités de l'attaquant. Quel est le talon d'Achille de l'attaquant? Et ensuite, comment frapper ce talon? Vous n'essayez pas de mener une guerre frontale contre une superpuissance. Vous repérez le talon d'Achille de cette superpuissance et vous le frappez. Les Iraniens l'ont trouvé dans le détroit d'Ormuz, n'est-ce pas? La partie russe a la capacité, mais n'en parle même pas, de regarder les marchés américains et de les influencer par des méthodes de guerre. Par exemple, à la louche, 40% de la valorisation actuelle du marché boursier aux États-Unis, ce qu'on appelle le boom de l'IA, repose sur les valorisations d'une poignée d'entreprises américaines dirigées par des oligarques. Vous savez lesquelles? Google, Microsoft et Musk, par exemple. Musk, par exemple, participe activement à l'aide apportée à l'Ukraine pour attaquer la Russie. Pourquoi la Russie n'a-t-elle pas mis au point toute une série de contre-attaques contre les oligarques américains qui contrôlent 40% des marchés américains? Si vous provoquiez la panique, si vous faisiez peser des menaces sur les oligarques américains, de nature à faire chuter les valorisations boursières aux États-Unis et à accélérer ce que de nombreux experts décrivent comme une bulle sur les marchés américains, vous pourriez déclencher une récession, voire pire, dans l'économie américaine. Et aucun président ne peut mener une guerre dans de telles conditions de récession. Pourquoi la partie russe ne fait-elle pas aux États-Unis ce que les États-Unis et leurs alliés font déjà aux oligarques russes? Regardons cela. Le président Poutine promet des représailles coup pour coup. D'accord. Où sont les représailles?
alors que presque tous les oligarques russes qui contrôlent une très grande partie de la base économique sur laquelle repose le soutien au président Poutine ont été sanctionnés par les États-Unis. Eh bien, combien d'oligarques américains, à commencer par Musk, ont été sanctionnés ou visés par des mesures de rétorsion de la Russie? Pourquoi ne discute-t-on pas des options d'escalade du côté russe contre les vulnérabilités de l'économie oligarchique américaine pour répondre, je cite, coup pour coup à ce qu'ils font du côté russe? Je vous pose la question, parce que s'il y a une discussion sur les capacités de représailles, sur les capacités d'escalade du côté russe, en suivant le modèle iranien, cela n'a aucun sens, n'est-ce pas, que la Russie laisse les oligarques américains agir en toute impunité. Et si beaucoup d'entre eux sont à l'origine du financement de l'élection du président Trump, beaucoup d'entre eux financeront la succession du président Trump. Comment la partie russe peut-elle être aussi passive, aussi silencieuse quand il s'agit de contre-attaquer contre eux? Je laisse cela sous forme de question, mais je passe au point suivant. Si le modèle iranien recommande de faire ce genre de choses, nous n'avons pas besoin de parler d'attaque nucléaire, ni même d'attaque iranienne en dehors du champ de bataille ukrainien. Pourquoi? Pour un certain nombre de raisons que nous pourrons aborder. Mais, au minimum, la Russie est très loin d'examiner et d'épuiser toutes les options d'escalade dont elle dispose, mais qu'elle n'a même pas adoptées, testées ou mises en œuvre de quelque manière que ce soit. Je m'arrête là et vous revenez vers moi avec vos questions. Supposons que la Russie fasse quelque chose en mer Noire, ou disons, autour d'Odessa. Comment voyez-vous la réaction des Ukrainiens? Quelle influence cette réaction aura-t-elle sur la Russie? Parce que quand on parle, vous savez, du détroit d'Ormuz, cela transforme d'une certaine manière toute la région, avec cette nouvelle fermeture du commerce et la pression exercée sur d'autres pays. Mais pour la mer Noire, il s'agit de l'Ukraine et d'autres pays qui reçoivent ce blé et tout ce qu'ils envoient à ces pays. Alors, à votre avis, si la Russie fait cela, comment l'Ukraine réagira-t-elle? Eh bien, pour le moment, la réaction ukrainienne a été de réparer rapidement et de préserver l'accès du port d'Odessa vers l'extérieur. Si Odessa cessait d'être un port d'entrée et de sortie pour le commerce ukrainien des céréales, d'entrée pour toutes sortes d'approvisionnements, principalement militaires, et si la Russie parvenait à couper les livraisons par mer, les Ukrainiens détourneraient alors leurs exportations, notamment le blé, par les réseaux de canaux et le Danube des pays voisins, comme la Roumanie. Ces voies sont elles aussi exposées à des contre-attaques russes sur le théâtre ukrainien. Mais il ne suffit pas, disons, de neutraliser Odessa. Je reviendrai sur la question de savoir si le niveau actuel des frappes a un impact mesurable sur les attaques ukrainiennes en mer Noire. C'est un point important. Mais si la stratégie d'escalade russe de l'état-major consiste à frapper les livraisons, alors pourquoi le système d'acheminement terrestre depuis la Pologne, via le hub de l'OTAN de Rzeszów, dans le sud-est de la Pologne, pourquoi ce hub est-il resté ouvert à des milliers de tonnes de fournitures entrantes, à des évacuations médicales et à toutes sortes de vols sortants? Pourquoi ce hub est-il resté ouvert? Les lignes ferroviaires et routières sont restées ouvertes. Pourquoi les systèmes d'approvisionnement terrestre entre la Pologne, Lviv, Kiev, puis le front sont-ils restés ouverts sans même être attaqués? Votre question ne porte donc pas seulement sur l'impact des attaques russes que nous avons vues ces 3 derniers jours à Odessa. Elle porte aussi sur l'impact d'une tentative menée à l'échelle de tout le pays pour couper l'Ukraine de ses approvisionnements. Ce serait la première chose. Couper les livraisons serait la première chose à faire.
La deuxième, liée à Odessa, serait de détruire les systèmes de guidage qui opèrent dans l'espace aérien de la mer Noire pour orienter les attaques de missiles et de drones. En partie depuis Odessa, en partie le long du front et en partie depuis l'arrière-pays ukrainien contre l'arrière-pays russe. Tant que les attaques contre les livraisons se limitent à la mer et ne visent pas le rail et la route, tant que les livraisons comme cible ne sont pas appuyées par des attaques contre les systèmes de guidage, surtout dans l'espace aérien de la mer Noire, alors les capacités d'attaque par drone de l'Ukraine, des États-Unis et de l'OTAN ne seront pas considérablement affectées. Écoutez, ces attaques font aujourd'hui entre 50 et 100 victimes civiles par semaine. Le nombre de drones d'attaque ukrainiens opérant en SM se compte désormais par dizaines, voire par centaines. À moins d'observer une diminution significative, la réponse à votre question est que les représailles russes autour d'Odessa n'ont pas d'effet notable. Puisque nous n'avons pas encore de riposte russe contre les moyens de guidage, notamment dans l'espace aérien de la mer Noire, le guidage assuré par les satellites américains, les drones américains, les avions britanniques à voilure fixe, tout l'ensemble qui fournit au système ukrainien de drones son commandement et son contrôle reste intact. Par conséquent, l'escalade ukrainienne continue de s'intensifier. Le nombre d'attaques augmente, les pertes matérielles du côté russe augmentent, et comme je viens de le dire, les victimes civiles augmentent. John, vous suggérez donc que la Russie attaque tous ces navires ou bâtiments qui se rendent à Odessa. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait. Deuxièmement, la Russie doit accroître ses... Là, on parle uniquement sur le plan opérationnel et tactique. Et il n'y a rien de nouveau. Personne n'a besoin que je fasse du copier-coller à partir des blogueurs militaires, des communiqués du ministère de la Défense ou des sources ukrainiennes. Tous documentent à quel point les mouvements de navires, les batteries de missiles et de drones à courte portée, les systèmes de fabrication de drones, toutes ces choses-là, sont désormais frappés. La question que vous posez, je crois, c'est quels sont les résultats? Quels sont les effets? Si chaque camp escalade, mais que l'escalade de l'un ne réduit ni ne dissuade celle de l'autre, alors nous sommes dans une guerre d'usure, et elle devient de plus en plus intense. C'est votre question? Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de discuter des chiffres. Notre public peut aller sur le compte Telegram d'un blogueur militaire russe comme Boris Rogin, c'est colonel Kassad, CIS-SAD, et voir, jour après jour, heure après heure, pour ainsi dire, quel est le bilan, quels sont les chiffres, les attaques ukrainiennes entrantes, les interceptions ukrainiennes, les tirs russes sortants, le ciblage, la nature de la cible. Toutes ces données sont disponibles. Ce que nous essayons de faire, c'est de donner un sens stratégique à toutes ces opérations. Vous posez la bonne question. Quel est l'impact? La réponse, j'en ai peur. C'est que jour après jour, dans cette guerre des drones, rien n'indique que l'action russe, que le président Poutine a qualifiée d'action miroir, de riposte du tac au tac, mais plus puissante que ce qu'ils peuvent nous envoyer, c'est ce qu'il a dit, produisent le moindre résultat concret, que ce soit en matière de dissuasion ou d'atténuation. Nous ne réduisons pas le nombre de drones qui arrivent. Nous ne réduisons pas non plus le nombre de Russes tués ou blessés par ces attaques dans l'arrière-pays, sur les routes menant à la Crimée, dans les trains, et ainsi de suite. Alors John, j'ai l'impression que les Russes se sentent d'une certaine manière à l'aise dans la situation où ils se trouvent. Parce que s'ils changeaient de position d'une manière ou d'une autre, cela pourrait avoir d'énormes répercussions.
Je ne sais pas comment vous comprenez cela. S'ils continuent ainsi, disons, les deux guerres se poursuivent en quelque sorte simultanément, et les États-Unis financent essentiellement deux guerres, en fournissant tout à ces deux théâtres d'opération. C'est pourquoi, vous voyez, quand je regarde les Iraniens, quand je regarde les Russes, que je les écoute, que je suis l'actualité et les personnes qui connaissent bien la région, ils ne semblent pas du tout pressés dans leur réponse sur le champ de bataille. Ils estiment pouvoir maintenir ce niveau d'intensité de la guerre qui se déroule sur le terrain. Et ils savent qu'avec le temps, ils vont prendre l'avantage. Et cela signifie que la pire chose que l'Ukraine puisse faire contre la Russie, c'est d'utiliser des drones. Et que peuvent-ils faire d'autre? Jusqu'où peuvent-ils faire pression sur la Russie? Parce qu'au fond, vous connaissez la Russie mieux que moi. Quand on parle de l'économie, quand on parle de sécurité, vous voulez dire qu'ils subissent, d'une certaine manière, des pertes à cause de la guerre. Mais si l'on considère l'ensemble du tableau, l'opération militaire, l'état de l'économie, la sécurité du peuple russe, et la manière dont on peut escalader sans avoir de répercussions drastiques sur sa société, sur son pays, comment cela va-t-il se dérouler? Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte concernant cette position. Il y a beaucoup à dire, mais je pense que nous sommes tous les deux d'accord. Aucun Iranien ne se sent à l'aise face à ces attaques. Et aucun Russe non plus, ni au niveau des dirigeants ou de l'armée, ni parmi les civils ordinaires. Personne ne se sent à l'aise. Premièrement. Deuxièmement, les problèmes sont accentués en Russie parce que nous sommes dans les dernières semaines avant l'élection nationale qui se tiendra entre le 18 et le 20 septembre. Nous sommes dans une situation où l'approbation de l'action du président recule, beaucoup, selon les standards européens. Rien de comparable avec une perte de confiance envers les dirigeants européens. Et rien de comparable avec la perte de confiance envers Trump. Rien de comparable. Mais par rapport au niveau de confiance stable et élevé dans l'action du président Poutine pendant les années de guerre, ces 4 ans et demi de guerre, c'est un changement important qui se concrétise au moment où les gens votent. Et cela menace la majorité du parti au pouvoir. Il y a donc immédiatement un coup politique au fait de se sentir davantage en insécurité. Sur le plan économique, une grande partie des dégâts vient du fait que la Russie est en récession. La Banque centrale l'avait prédit, et j'en parlais il y a des mois. La Banque centrale prévoyait 2 années de récession, en 26 et 27, avec une baisse du PIB pouvant aller jusqu'à -2, -3%. Aujourd'hui, les blessures que la Russie s'est infligées elle-même viennent des taux d'intérêt très élevés, fixés par la gouverneure de la Banque centrale, Elvira Nabiullina. Elle s'apprête à prendre une nouvelle décision sur les taux directeurs, qui sera annoncée vendredi. Le président Poutine lui a pratiquement ordonné, lors d'une conversation qu'il a eue avec le président de la République de Yakoutie, dans l'Extrême-Orient, que le taux directeur allait naturellement baisser, a déclaré Poutine. Nabiullina a réagi par des déclarations que j'ai diffusées dans le tweet d'aujourd'hui et dans d'autres contenus de Dances with Bears, pour dire que l'inflation augmente à cause de problèmes d'approvisionnement en carburant. Elle parle des dégâts de guerre. D'accord? Les problèmes d'approvisionnement en carburant ont des répercussions en chaîne. Pas seulement parce que nous avons perdu des capacités de raffinage, qui sont réparées aussi vite que les héros russes du travail peuvent les réparer. Mais il y a une limite à ce qu'on peut faire rapidement. Et dans la situation actuelle, nous constatons des pénuries de diesel. Ces pénuries de diesel se répercutent. Les moissonneuses manquent de carburant, tout comme les machines nécessaires pour replanter en vue de la nouvelle saison.
effects passing through to the Nous voyons les effets se répercuter sur le secteur agricole. Et cela est aggravé par le problème lié à la capacité de faire circuler les navires céréaliers d'Azov, où les Ukrainiens mènent des attaques. Les Ukrainiens frappent systématiquement les points de vulnérabilité maximale de l'économie russe, ceux qui se traduisent en vote, en déception, en sentiment d'insécurité. Et une attaque de drone contre un grand entrepôt du système de distribution Wildberries, cette attaque endommage une très grande petite business de small brain vierling porto russe. Aujourd'hui, où le monde sait ce que ça fait. for Russian consumers. Now, everybody knows what that's like in the West. Everybody listening to us understands. Tous ceux qui nous écoutent comprennent ce que ça pourrait donner si les entrepôts d'Amazon, le système d'entreposage, le système logistique qui permet d'exécuter ces transactions en ligne, tout cela était désormais touché. Que se passerait-il si le principal système logistique était endommagé pendant des semaines par une attaque de drone? C'est ce que les Ukrainiens ont réussi à faire. Guidés par des satellites américains et des drones de surveillance en direct fournis par les États-Unis, les Britanniques et d'autres. Ce ciblage de haute précision endommage un secteur particulier de la vente au détail, dont tout le monde est conscient. Et cela devient, comme c'est censé le devenir, l'impression que le président Poutine n'est pas capable d'assurer la sécurité et la prospérité. Cela se traduit en vote, mesurable publiquement. Que ressentez-vous quant à la direction que prend le pays? Eh bien, en Russie, nous avons eu une très grande confiance dans la trajectoire positive du pays, bien plus élevée chez les Russes que celle des Américains à l'égard du bilan de Trump. Mais en Russie, la comparaison ne porte pas sur la situation des Russes par rapport aux Britanniques, ou sur celle des Russes par rapport aux malheureux Français ou aux malheureux Américains. Il s'agit de savoir comment nous nous en sortons par rapport à l'an dernier, comment nous avançons au regard de nos ambitions pour nos enfants, pour nous-mêmes, dans les semaines et les mois à venir, et comment nous faisons face à l'endettement. Et ce que nous voyons, c'est une guerre menée par les États-Unis et l'Europe pour saper la confiance des Russes dans l'avenir. Quand cela se produit, cela se traduit en vote. Et c'est le problème auquel le président Poutine est confronté. Pourquoi y est-il confronté? Parce qu'il ne peut plus répondre à ce que la plupart des Russes comprennent comme étant leur situation. Et cela s'exprime par le désarroi, la colère, les théories du complot et une perception négative dans les sondages, à la station-service, partout où les biens viennent à manquer, partout où l'on subit des retards, partout où il y a un danger sur une route. Tout cela est calculé par l'autre camp, par l'Occident, pour entamer la confiance de la Russie. Et c'est accentué par Nabiullina, qui mène une politique ne pouvant qu'aider l'ennemi. Et si elle décide, contrairement à l'ordre du président Poutine, d'augmenter le taux directeur vendredi, alors ce que nous verrons pourrait être une rébellion très inhabituelle de la part des responsables financiers de l'économie russe. Si elle décide d'une baisse de taux de 25 points de base, soit 0,25%, ce ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant pour relancer l'économie. Voilà donc les tensions au sein de la Russie. Ce sont les tensions que ressentent les Russes ordinaires, et ce sont les tensions auxquelles l'administration doit répondre. Mais, de plus en plus, il y a un décalage. Les déclarations publiques des gouverneurs, les déclarations publiques du président, semblent irréelles, peu réalistes. Elles abordent des questions qu'ils disent maîtriser, alors que le public sait que ce n'est pas le cas. John, laissez-moi vous pousser un peu hors de votre zone de confort. D'accord. Vu ce qui se passe, je pense que c'est très important. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle je fais ça. Parce que le front en Asie occidentale est important pour la Russie aussi. Les deux guerres sont une seule et même guerre.
Oui, en ce moment, le Yémen se mobilise et bloque le détroit de Bab el-Mandeb en mer Rouge. L'importance de cela, c'est le blocus contre l'Arabie saoudite. Ce n'est pas contre d'autres pays. Tout tourne autour de l'Arabie saoudite. Et nous savons que le seul pays qui était, tant bien que mal, capable d'exporter du pétrole jusque-là, c'était l'Arabie saoudite, grâce à l'oléoduc qu'elle avait. Les Émirats arabes unis aussi, tant bien que mal. Il y a deux ports, Fujairah et l'autre, dont je ne me souviens pas du nom. Et ils ont deux ports à l'extérieur du détroit d'Ormuz, qui en gros ne fonctionnent pas, parce que l'Iran contrôle aussi cette zone. C'est pour ça qu'on voit que rien ne se passe dans le détroit d'Ormuz, ni à l'extérieur du détroit. Contrairement à ce qui se passe en mer Rouge, avec l'Arabie saoudite et les difficultés auxquelles elle fait face là-bas. Et quand on met les deux situations ensemble, qu'est-ce qui va se passer à Washington? L'une des options, c'est l'escalade. Donald Trump, il y a quelques instants, a diffusé des images et a montré que Donald Trump ne plaisante pas. Ce n'est pas quelqu'un qui joue. Ça veut dire qu'il est sérieux. Il va faire quelque chose de sérieux. Mais quand on critique, je pense qu'il y a des gens qui critiquent la Russie, l'Iran et leur manière de riposter. Vous savez, ils ne sont pas si forts que ça dans leur façon de combattre les États-Unis. Mais les moyens et les outils dont disposent les États-Unis se réduisent. Je ne vois pas les États-Unis s'améliorer avec le temps, parce que le marché mondial de l'énergie, vous savez, c'est à cause des munitions, à cause des stocks américains, les intercepteurs, les missiles de croisière, toutes ces armes et ces systèmes de défense aérienne se sont révélés, d'une certaine manière, inefficaces. Et quand on regarde le taux d'interception, ou la manière dont tout se met en place, c'est le champ de bataille, les aspects militaires et l'économie de la guerre qui convergent tous. Comment voyez-vous la position de Washington pour poursuivre ces deux guerres? Il faut comprendre que Washington et sa manière de voir le conflit, ces deux conflits, font partie de cette guerre. Voyons si je peux répondre à ça. C'est une question très difficile. Je comprends l'argument que certains de vos invités et beaucoup d'autres podcasteurs qui se concentrent sur la guerre veulent mettre en avant. Je pense aussi qu'une grande partie du public veut voir l'Empire américain subir une défaite très importante qui change la donne sur les deux fronts, le front européen et le front iranien, du Golfe Persique, du Moyen-Orient. Stratégiquement, je ne vois pas les choses ainsi. Ce que je vois est différent. Mais vous m'avez demandé de laisser un instant de côté le théâtre européen et de regarder le Moyen-Orient, du moins de là où je me situe. D'abord, les électeurs américains ne sont pas très sensibles à la guerre en Europe. Ils n'ont qu'une sensibilité à l'égard de la France. Les grandes questions sur lesquelles ils vont voter, ce sont l'inflation, le coût de l'alimentation, du carburant, le détournement de fonds budgétaires. Pour les électeurs américains, les questions liées à la guerre dépendent toutes de la guerre contre l'Iran. Et le niveau de désapprobation est élevé et il augmente chez les électeurs américains sur ce sujet. Mais le programme incessant de tweets et d'interviews du président Trump cherche à faire baisser cela par la pression verbale, en disant que le prix de l'essence, le prix du carburant est sous contrôle, qu'il baisse, et ainsi de suite. Il essaye de satisfaire l'électorat MAGA en disant « Nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus puissants, nous allons gagner, nous pouvons infliger de la souffrance où nous voulons. » Il doit convaincre l'électorat MAGA au sein du Parti républicain que faire la guerre est une stratégie gagnante. Et il continue de faire ça. Et beaucoup d'opérations contre l'Iran sont mises en scène pour cet électorat. En même temps, elles vont à l'encontre des craintes des électeurs américains. Davantage de violence coûte plus cher et détourne une plus grande part du budget américain, de l'aide sociale, de la santé,
de l'éducation, et ainsi de suite. Les stratèges électoraux de la Maison-Blanche doivent donc trouver un équilibre. Et on voit Trump chercher cet équilibre dans presque chaque discours, presque chaque interview et dans chacune de ses séries de tweets. Il dit que nous gagnons sur le plan militaire et que nous gagnons contre l'inflation, alors que ce n'est pas le cas. Au final, la cote d'approbation du président Trump ne bouge pas, quoi qu'il fasse. L'approche de Vance, avec son protocole d'accord sur la paix, n'a pas beaucoup aidé Vance non plus. Cela avantage Vance par rapport à Rubio et Donald Trump Jr. dans la course à la succession présidentielle. Mais ça n'aide pas pour le calcul à court terme des élections de mi-mandat au Congrès. Alors, comment dire ça? Vous avez demandé, comment la guerre en Iran et son impact actuel affectent-ils Washington? Eh bien, cela se traduit par une politique économique immédiate, et cela se traduit par des voix. Et pour le moment, je pense que le problème, c'est que l'opposition démocrate, soi-disant, n'est pas en désaccord avec Trump sur le fait de faire la guerre à l'Iran. Elle n'est pas en désaccord avec Trump sur le fait de s'allier à Israël et de le soutenir, quel qu'en soit le coût, quel qu'en soit le prix. Donc les démocrates ne représentent pas une menace particulière pour l'administration. Il n'y a pas de mouvement anti-guerre au niveau du parti. Il y a avec nous un mouvement anti-guerre. Nous sommes une toute petite voix dans un univers très bruyant de médias, de réseaux sociaux et de médias alternatifs, opposés à ces deux guerres. Mais, soyons réalistes, nous ne comptons pas, nous ne faisons que parler, essayer de nous développer et d'attirer davantage de soutien. Mais, dans les calculs de la Maison-Blanche, nous ne comptons dans aucune élection, n'est-ce pas? Malheureusement, nous ne comptons tout simplement pas. Le bon sens non plus. Et toutes les analyses que nous y consacrons non plus. Donc il y a un niveau élevé de confiance, je pense que vous le voyez, dans le fait que la structure sous-jacente de leur manière de faire la guerre ne leur coûte pas de voix. Je me trompe peut-être, mais à ce que je peux voir, les sondages électoraux montrent que rien de ce que fait Trump ne l'aide. Et rien de ce qu'il fait ne lui nuit. Mais la reprise de la guerre, la fermeture du détroit d'Ormuz, la hausse du prix des contrats à terme sur le pétrole et la hausse du prix du pétrole physique négocié aujourd'hui, ce sont des choses différentes. Le marché physique est bien plus cher et plus volatile. Rien de tout cela n'a d'effet sur les votes. En réalité, on voit une énorme manipulation des marchés par l'administration Trump, par ses soutiens financiers. Ils gagnent de l'argent en pariant. Ils gagnent de l'argent en manipulant le marché. Leur confiance dans leur capacité à gagner de l'argent, à la hausse comme à la baisse du prix du pétrole, n'a pas encore été ébranlée. La partie iranienne n'a pas ébranlé la confiance des structures financières derrière Trump dans leur capacité à prévoir et à gagner de l'argent sur les contrats à terme. La riposte de l'Iran n'a pas non plus entamé la confiance de la Maison-Blanche, en particulier celle de personnalités comme Stephen Miller, le chef de cabinet adjoint, le plus sanguinaire des membres du personnel de la Maison-Blanche. Leur confiance dans la conduite de la guerre n'a pas encore été ébranlée. Leur confiance au Moyen-Orient n'a pas encore été ébranlée. Ils étendent cette confiance au conflit au Liban, où ils auront bientôt une réunion, pas aujourd'hui. Demain, je n'ai pas les dates exactes, avec le président libanais, alors qu'il cherche à intensifier l'escalade contre le Hezbollah et à faire le sale boulot d'Israël pour lui dans le nord, dans le nord-est du Liban. Ce sont donc des signes que, en tant que belligérant, l'administration Trump ne perd pas confiance. En fait, de ce que je vois, dans la manière dont ils comptent les résultats des élections de novembre, ils ont de bonnes chances de conserver le contrôle du Sénat, mais d'extrême justesse, à 1 ou 2 voix près.
Avec une marge aussi limitée, si les républicains le conservent, ils peuvent contrôler les votes démocrates. Et on le voit. Je regrette de le dire, mais une grande partie de l'interprétation du vote contre le projet de loi d'autorisation de la défense nationale, en particulier ses dispositions concernant Israël, est erronée. Il s'agissait davantage de vote de procédure contre la poursuite de l'examen du texte que de vote de fond contre Israël. Je pense que je suis à Moscou, n'est-ce pas? Je suis très loin. J'avais l'habitude de faire ça. Mais il faut comprendre la façon dont on réfléchit, dont on calcule cela. Je pense que les républicains estiment pouvoir conserver le Sénat d'une courte tête, et si cela leur suffit, ils garderont la présidence des commissions. Ce sera suffisant pour rallier assez de démocrates derrière les deux guerres auxquelles les démocrates ne s'opposent pas. Tuer des Arabes, tuer des Iraniens, c'est une politique du Parti démocrate, n'est-ce pas? Il y a un consensus là-dessus. Donc sur le front militaire, une faible majorité au Sénat leur suffira. Et je sens cette confiance chez les républicains. Oui, ils vont probablement perdre la majorité à la Chambre des représentants, mais peut-être avec une marge bien inférieure à ce qu'on appellerait un raz de marée. S'ils continuent à contrôler le Sénat, ils pourront gérer la Chambre, même en étant minoritaires. Donc si c'est ce que prévoient leurs analyses, ils peuvent agir sans peur, sans appréhension, sans prudence. Oui, toutes ces choses-là. Mais c'est pour ça qu'on voit une sorte d'approche au fusil de chasse dans les tweets de Trump. Tout ça est contrôlé par Miller et d'autres, et c'est conçu pour mobiliser la parole de Trump afin de maximiser son attrait auprès de différents électorats politiques. Et ce que nous pourrions considérer comme des incohérences ou des confusions n'en sont pas. Ce sont des messages calculés pour différents segments de l'électorat. Et tout cela traduit, je pense, une confiance de fond dans le fait que le résultat des élections de mi-mandat ne sera pas aussi mauvais pour les républicains, ni pour leurs objectifs de guerre, que nous le prédisons dans l'univers des podcasts depuis quelques mois. Oui. Merci beaucoup, John, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Merci de m'avoir reçu, Nima. À la semaine prochaine. On verra si nous avons raison ou tort, ou si pour changer, on a une surprise. Oui, exactement. Exactly.